Le rejet est quelque chose que beaucoup de personnes vivent de façon régulière et répétitive, que ce soit dans leur vie sociale, que ce soit dans leur vie affective. Bref, à beaucoup de niveaux, ces personnes vont être régulièrement victimes, disent-ils, d'un rejet. Nous allons prendre deux exemples pour voir ce que ces rejets viennent dire à la personne et ce qui se cache derrière ces rejets qui sont soit involontaires, soit parfois excessivement volontaires. Nous allons prendre le cas de Joseph, qui a 34 ans, qui est homosexuel et qui a accepté cette homosexualité depuis l'âge de 14 ans, me dit-il, mais il souffre d'angoisses régulières, répétitives, et il ne sait pas à quoi elles sont liées, ces angoisses. Ce qu'il constate aussi, c'est que de par son attitude, très souvent, il fait tout pour essayer d'être aimé, mais termine par être rejeté. Et il se pose la question de savoir pourquoi. Il sait très bien que ce n'est pas lié à son homosexualité, puisque celle-ci, après avoir fait un travail avec un psychologue, a été complètement acceptée par lui-même. Et donc, il sait que ce sentiment d'être rejeté n'est pas dû au fait qu'il se sent mal à l'aise avec cela du tout. Par contre, il se rend compte que ce soit dans son travail, dans sa vie privée aussi, très souvent, eh bien, il subit des rejets à la suite de rencontres et ne comprend pas exactement le lien à faire pour, évidemment, arrêter d'être rejeté. Je demande à ce moment-là à Joseph de savoir s'il voit d'autres clés, si ce n'est son homosexualité, puisqu'il dit que ce n'est pas à cause de cela qu'il se sent rejeté. Et il m'explique au fur et à mesure des conversations que nous avons ensemble, qu'il se rend compte qu'il a une hantise absolue dans sa vie, c'est de passer inaperçu. Donc, il s'arrange le plus souvent à soit faire tout pour qu'on l'aime, mais aussi, étant donné qu'il déteste être simplement passé inaperçu, par moments, ça peut l'amener à être odieux de façon à être rejeté. Donc, quelque part, il a trouvé la source de cette façon de se sentir et de faire en sorte d'être rejeté assez souvent. Alors, c'est vrai que Joseph parle de façon volubile, avec un ton de voix qui est relativement, que l'on remarque assez facilement, mais la question est de savoir comment est-ce qu'il peut se débarrasser de cela ou faire en sorte, finalement, non pas d'être mieux accepté par la société parce que ce n'est pas son désir, mais en tout cas de moins souffrir de ce rejet de façon moins fréquente. Je lui demande s'il a déjà ressenti cette façon d'être rejeté dans son enfance et il me dit oui, tout à fait. Dès ma naissance, je ne me suis jamais senti tellement accepté par mon frère aîné et par mon père, alors que je m'entendais très très bien avec ma mère. Les deux étaient très complices. Par exemple, mon frère adorait le foot et mon père aussi, et donc ils avaient une complicité par rapport à ça, et moi, je n'étais pas du tout versé vers le foot. Alors, au lieu d'essayer de m'intéresser au sport, j'ai tout fait, au contraire, pour critiquer le football, pour me foutre de la figure des joueurs de football, bref, pour devenir quelque part excessivement critique par rapport à ce sport que je n'appréciais pas. Et je lui dis, mais est-ce que ça a marché? Est-ce que du coup vous attiriez plus l'attention à vous? Il dit bien non, mais par contre, il y a une chose qui me faisait plutôt plaisir, c'est que quelque part, comme j'étais tellement critique, je recevais en retour des critiques acerbes, notamment de la part de mon père. Donc je le touchais quelque part, je me rendais compte que je le touchais, que j'attirais son attention qui était assez déficiente à mon égard. J'attirais cette attention par mon agressivité, par les critiques incessantes que je faisais, notamment par rapport à ce sport. Et en plus, j'accentuais la différence en disant que moi, j'étais quelqu'un qui était un intellectuel, qui désirait lire et non pas passer du temps à regarder des gens courir derrière un ballon,
Donc, c'était ma façon un peu de m'imposer à eux. Et je lui ai demandé, est-ce que ça vous rendait heureux? Non, je n'étais pas heureux, mais au moins, eh bien, mon père et mon frère, eh bien, s'intéressaient à moi, peut-être pas de la bonne façon, et tout. Donc, on voit que Joseph, pour attirer l'attention, pour être aimé quelque part, pour recevoir cet amour, eh bien, avait mis en place tout un système qui était d'antagoniser les gens, et bien entendu, ne recevait pas du tout ce qu'il entendait recevoir, de l'amour, mais plutôt un rejet. Et il a continué ceci, évidemment, de par le fait qu'il s'est rendu compte qu'il était homosexuel, et bien entendu, son homosexualité n'a pas été très bien acceptée, ni par son frère, ni par son père. Et là, de nouveau, il a chargé la mule en insistant bien sur sa fierté d'être différent des autres, en espérant qu'à un moment donné, il recevrait ces attentions, ces marques d'attention de la part notamment de son père. Et c'est évidemment le contraire qui s'est passé, parce que celui-ci ne lui a strictement accordé aucune attention, et a même petit à petit repoussé, puisqu'il n'était pas un fils normal, entre guillemets, et que ceci, il a réussi à le dire à son fils, ce qui a évidemment provoqué quoi chez Joseph? Une fermeture absolue. Et ils ont continué à se côtoyer, mais sans réellement aucune rencontre possible l'un avec l'autre. On voit que dans le cas de Joseph, en réalité, il provoque le rejet à défaut d'être aimé. Et ça, c'est une attitude assez courante chez l'abandonnique. N'oublions pas qu'en toile de fond, il y a toujours cette certitude chez l'enfant qui n'a pas été aimé, ce qui est le cas de Joseph par son père notamment, eh bien, il y a cette certitude qu'il ne peut pas être aimé quoi qu'il fasse. Donc, il va tenter soit d'être un enfant modèle, sage, absolument obéissant, essayant de répondre à toutes les attentes de ses parents, soit il peut être en révolte, en bagarre, et quelque part provoquer une résistance à son égard. Dans ce cas-là, dans un premier temps, il va se sentir mieux, parce que quelque part, on s'occupe de lui, puisqu'il est en révolte, et que donc forcément, il y a des réactions de la part des gens envers lesquels il est en révolte. Le problème, c'est que cette révolte va se terminer assez rapidement par une condamnation. Tu n'es pas comme je désire que tu sois. Dans le cas de Joseph, tu n'aimes pas les sports que nous aimons, ton frère et moi, ou tu me dis que tu es homosexuel, alors que pour moi, c'est quelque chose qui est impossible à croire et à accepter. Évidemment, dans les deux cas, il se retrouve rejeté. Donc, on est en face d'une personne qui fait tout pour attirer l'attention, pour recevoir cet amour, mais en réalité, il reçoit quoi? Le rejet. Et c'est la pire chose qu'un abandonnique peut recevoir. Se sentir exclu, mis de côté, mis au banc, donc abandonné. Pour aider Joseph à aller mieux, de se débarrasser de ces angoisses qui sont là de façon régulière, bien entendu qu'il a fallu remonter à ce qu'il ressentait de ne pas avoir été aimé, accepté dans qui il était, notamment par son père. Et là, la réponse est tombée en disant une immense tristesse de ne pas avoir été accepté, de ne pas être toujours accepté par mon père qui est encore en vie. J'ai demandé à Joseph s'il avait pleuré, ceci, s'il s'était donné l'autorisation de pleurer ou pas. Et bien entendu que Joseph m'a dit oui, j'ai pleuré, mais enfin je ne vais pas non plus chaque fois que je suis rejeté pleurer. De plus, je viens de découvrir que si je me fais rejeter, c'est peut-être moi qui le provoque ce rejet afin de recevoir de l'attention, donc je ne vais pas me mettre à pleurer à cause de cela. Ça, c'est typiquement la réponse de l'abandonnique, qui non seulement fait tout pour être rejeté, cela provoque en lui de la tristesse, mais ne va pas s'autoriser à vivre cette tristesse au nom de grands raisonnements qui sont bien entendu issus de son mental
qui est celui qui fixe ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est normal, ce qui est anormal. Et bien, ce mental, bien évidemment, va dire à Joseph, écoute, tu ne peux pas, sois un peu logique et raisonnable, tu ne peux pas à la fois être triste d'être abandonné, alors que finalement, c'est toi qui le désire. Donc, sois logique, rationnel, ne pleure pas. Il faut éteindre à ce moment-là ce mental, c'est-à-dire revenir dans le moment présent, en bougeant ses orteils, en portant l'attention à en bougeant ses orteils, en portant son attention à l'air qu'il inspire et qu'il expire, pour pouvoir revenir dans ce moment présent et déjà arrêter les culpabilités ou les jugements sur soi-même. Et puis, accepter ce qu'il a fait, le fait d'être triste et de s'autoriser à pleurer. Faisant cela, il me dit qu'il se sent un peu mieux, mais que tout continue à être la même chose, qu'il se sent pas forcément bien dans sa peau et qu'il a toujours cette tendance à organiser le rejet de façon à attirer l'attention à lui, puisqu'il ne peut pas attirer l'amour chez tout le monde. Et il demande, mais qu'est-ce que vous ressentez du fait que vous n'avez pas été aimé, que vous n'êtes toujours pas aimé par votre père, accepté tel que vous êtes? Est-ce qu'il y a éventuellement de la colère à ce niveau-là? Assez rapidement, Joseph, ayant déjà commencé à se rapprocher de ses émotions, admet, accepte qu'en effet, il y a une énorme colère de ne pas avoir été aimé, apprécié par son père. Et c'est en vivant cette colère, lui-même, pour se faire à lui-même du bien, qu'il a pu se libérer et accepter que finalement il y ait des gens qui puissent l'aimer et d'autres pas, et que ce n'est pas opportun pour lui de tout faire pour être rejeté à défaut d'être aimé. Et donc de s'accepter lui-même a été le passage obligatoire. Alors soyons très honnêtes, il n'a pas réussi tout de suite à exprimer la colère par rapport à son père, et ça c'est important de le noter. Beaucoup de gens qui prennent conscience du fait qu'ils sont abandonniques et qui ont mis le doigt sur la raison pour laquelle ils sont abandonniques, en l'occurrence pour Joseph, le non-amour de son père, arrivent en disant, bon ben moi il suffit que j'exprime ma colère contre, dans le cas de Joseph, son père, et puis je vais être guéri. C'est totalement impossible. C'est un peu comme si vous disiez, j'ai jamais fait de montagne, mais demain, vu que je sais que le Mont Blanc existe, je vais faire une marche et gravir le Mont Blanc. Mais ce sera impossible, il faut s'entraîner. Et comment on peut s'entraîner? Eh bien, c'est déjà commencer par accepter le fait que la colère est une émotion absolument naturelle, qu'elle n'est ni mauvaise ni bonne, ce que évidemment le mental n'a fait que répéter depuis les événements douloureux qu'a vécu Joseph, et de se dire, ok, ben, je vais d'abord exprimer les colères du quotidien, de ma vie quotidienne. Dans la dernière rencontre que j'ai faite, je me suis fait rejeter par une personne. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce rejet? Qu'est-ce que je peux faire de ce rejet? Donc de la colère qui est derrière, eh bien commencer à l'exprimer. C'est petit à petit que, en fait, en prenant confiance, d'une part dans le fait que d'exprimer la colère fait du bien et soulage, que la personne, en l'occurrence Joseph dans ce cas-là, va pouvoir ressentir l'immense colère qu'il ressent par rapport à son père. Parce que jusque-là, le mental va toujours revenir en disant, écoute, tu ne peux pas être en colère de cette façon-là envers la personne qui t'a élevé, qui t'a entretenu pendant tes études et qui fait que tu arrives à cette situation aujourd'hui. Donc tu dois être au contraire dans la gratitude et tu ne peux pas lui en vouloir à ce point-là. Ça, c'est de nouveau tout le mental qui fait son travail de blocage. Et donc c'est en allant couche par couche, petit à petit, que Joseph a retrouvé la confiance en lui et arrêté le désir d'être rejeté. Il s'est rendu compte d'une chose importante, c'est que c'est lui qui organisait quelque part son rejet, de façon à recevoir ce qu'il prenait pour de l'intérêt de la part des autres, tout en sachant que, de toute façon, il vivait chaque fois une souffrance lors de chaque rejet. Donc souvenons-nous que l'abandonnique peut essayer d'attirer l'attention, l'amour, en étant quelque part odieux ou désagréable
envers certaines personnes dont il sait quelque part intuitivement que de toute façon il ne va pas recevoir l'amour. Autre exemple, qui est assez typique de la conduite d'un abandonnique, c'est celui qui organise carrément le rejet. Lui, il vise à être rejeté. On verra pourquoi cela peut se produire malheureusement assez souvent chez un abandonnique qui, bien entendu, va engendrer de la souffrance chez lui. Il se trouve que j'avais une patiente qui me dit qu'elle vivait une relation excessivement harmonieuse avec un homme, André, de 27 ans, et qu'elle vivait vraiment cette relation dans l'harmonie avec une personne sensible qui était attentive à elle, et que c'était fort agréable de vivre cette relation. Mais que tout d'un coup, alors qu'elle s'attachait de plus en plus à lui, et qu'elle lui essayait de lui démontrer son amour, elle se rendait compte que plus elle essayait de lui montrer qu'elle l'aimait, plus il y avait une sorte de raidissement en face dans l'attitude de son ami, et que petit à petit, celui-ci s'est mis à être excessivement odieux, désagréable envers elle, faisant tout le contraire de ce qu'elle pensait ou ce qu'elle savait, parce qu'elle avait vécu pendant quelques mois quelque chose de fort intéressant avec lui, et qui tout d'un coup, elle se rendait compte qu'elle était en face de quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. De sensible et d'attentionné, il était devenu complètement odieux et vraiment quelqu'un de fortement désagréable, avec lequel elle trouvait très difficile de pouvoir continuer à vivre. En ayant parlé à celui-ci, André est venu me consulter. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que vous venez dans quel but? Quel est votre but? Il me dit, je viens parce que mon ami m'a demandé de vous consulter. Je lui ai dit que ce n'était pas une réponse, que je voulais une réponse de sa part, parce qu'autrement, s'il venait juste pour faire plaisir à son ami, ce n'était pas la peine de venir. Il dit, non, je reconnais que par moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, je change du tout au tout. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive dans mes relations. Au début, je me montre attentionné, sensible, je prête beaucoup d'attention à l'autre, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ce qui m'arrive, c'est que je me rends compte que je tourne complètement et que je fais tout pour être détestable, et que c'est plus fort que moi, mais c'est ce qui se passe. Il me dit, j'aime mon ami, mais quelque part, d'un autre côté, je ne supporte pas qu'elle ait deviné aussi vite que j'avais des qualités, alors que je sais très bien qu'au fond de moi-même, je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'intéresse à l'autre. Je m'intéresse qu'à moi, je n'ai absolument aucune empathie pour les autres, et même si mon travail est de physiothérapeute et d'être tourné un peu vers les autres, en réalité, je suis un monstre d'égoïsme, et je m'en rends compte au fur et à mesure de mes relations. Parce que ça n'est pas la première fois que, après un moment que j'appellerais de bien-être, tout d'un coup, je me rends compte que l'autre m'énerve, me contrarie, que sa présence me devient insupportable. Et évidemment, à ce moment-là, ma vraie nature revient au galop et je dis à l'autre tout ce que j'ai à lui dire, quitte à ce qu'elle me quitte. Pose la question de savoir à André si depuis tout le temps il a été comme cela et depuis quand il pense qu'il est absolument odieux et un monstre. Parce que ce n'est pas une phrase même anodine dans la bouche de quelqu'un de dire qu'il pense ou qu'il sait qu'il est un monstre et que toutes les bonnes attitudes entre guillemets dont il aurait fait preuve avant sont purement factices. Il dit mais lorsque vous êtes rentré dans la relation avec votre ami, est-ce que vous vous sentiez bien ou tendu? Il dit non, assez détendu, mais au fur et à mesure que j'ai reçu des marques d'amour de sa part, des marques de valorisation de sa part, plus je les recevais, plus je me tendais, plus je m'arc-boutais, jusqu'à enfin revenir à cette vraie nature dont je vous ai parlé. On est typiquement devant une attitude assez classique d'un abandonnique.
N'oublions pas qu'en toile de fond, il y a toujours cette certitude que vu qu'il a été abandonné, il n'est pas aimable. Et que donc toute personne qu'il aime a un problème, puisque on ne peut pas l'aimer. Donc si une personne commence à montrer de l'amour et à dire « mais tu sais, t'es quelqu'un de bien, t'es bourré de qualité, continue à être comme ceci parce que c'est ainsi que je t'aime », eh bien, à un moment donné, ça devient presque insupportable pour l'abandonnique et il va tout mettre en place pour démontrer à l'autre qu'il est totalement le contraire de ce que la personne pense. Une attitude assez fréquente qui vient du fait que c'est impossible d'être aimé puisque depuis très longtemps, on l'a toujours rejeté. J'explique un peu ça à André, je lui demande est-ce que ça évoque quelque chose. On lui me dit mais tout à fait. Moi, je me souviens très bien qu'à la naissance de ma petite sœur, j'avais 2 ans et je me souviens que je détestais ma petite sœur. Elle prenait de la place, beaucoup trop de place. En plus, elle n'était pas trop bien, elle était assez malade régulièrement. Donc mes parents s'occupaient d'elle, lui démontraient beaucoup d'affection et je me suis senti complètement exclu, je me suis senti complètement mis de côté. Et j'ai même pensé très fort que j'aimerais la voir disparaître, la voir mourir et de reprendre ma place celle que j'avais avant sa naissance. Et là, on est dans ce discours complètement culpabilisant parce que, bien entendu, André me dit qu'il culpabilise depuis ce jour-là, qu'il se sent être monstrueux de désirer le décès de sa sœur et qu'il se souvient parfaitement de l'avoir ressenti plusieurs fois et d'y avoir pensé plusieurs fois. Donc, c'est pour cette raison que, bien entendu, ses parents ne lui ont pas apporté l'affection à partir du moment où sa petite sœur est née. Et là, on voit tout le rôle du mental qui valide ce ressenti, c'est même pas ce ressenti, cette pensée d'André, et bien entendu qui juge, parce que c'est son travail, et qui juge quoi? Que bien entendu que si on désire le décès de sa petite sœur, eh bien on est un monstre et qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et on voit toute la construction qui a pu se faire dans André avec son mental, qui d'une part ne le laisse pas être qui il est, parce que de toute façon, il va tôt ou tard être rejeté. Et donc, mieux vaut se montrer odieux avec son amie actuelle, parce que de toute façon, elle va découvrir quelque part, à un moment donné, qu'il est ce qu'il pense, ou que son mental lui dit qu'il est, c'est-à-dire un monstre. Donc, mieux vaut organiser le rejet, comme cela, le rejet se fera le plus vite possible, il y aura une moins grande souffrance, lui dit son mental. Et en réalité, bien entendu que ce n'est pas le cas, parce que le mental a toujours tout faux, eh bien parce que ce rejet va engendrer une grande souffrance chez André, le moment où ça va se passer. Comment pouvoir aider ces deux personnes? Eh bien, c'est de nouveau d'essayer de les encourager à éteindre leur mental, de revenir dans le moment présent, de façon à se couper de ces peurs de ne pas être aimé, ou du fait de tous ces jugements, culpabilités que nous amène le mental. Nous ne voyons pas que c'est son travail de nous mettre dans le passé, dans la culpabilité ou dans les peurs, donc dans le futur. Revenir dans le moment présent, comme on l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'est important, c'est porter son attention à son corps physique, porter son attention à son corps sensoriel, de façon à ressentir une détente parce qu'on n'aura plus les peurs, on n'aura plus la culpabilité. Mais revenant dans le moment présent, bien entendu que l'abandonnique va se retrouver devant ces différents échecs, ces différentes souffrances. Et qu'est-ce qui a entraîné la souffrance? C'est cette colère emmagasinée en eux que les personnes ne se sont pas donné le droit de vivre parce que bloquées par leur mental. N'oublions pas que dans la prime enfance, l'abandonnique ressent de la colère, mais il va très vite comprendre qu'il doit la bloquer s'il veut attirer l'amour de ses parents.
Parce qu'un enfant qui crie toute la journée, généralement, évidemment, énerve les parents plutôt que de les rassurer et donc va entraîner encore un peu plus de rejet ou d'abandon. Donc l'enfant, comprenant ça, eh bien, utilise son mental qu'il peut construire très vite, ce qui est le cas chez l'abandonnique, pour se bloquer de la souffrance et donc va évidemment exclure la colère comme étant une émotion naturelle qu'il faut vivre de façon à rester sain, équilibré et en bonne santé. Donc, apprenant très vite que la colère est mauvaise, l'enfant va pouvoir survivre, mais il donne de l'importance énorme à ce mental qui va prendre toute la place et qui va faire, bien entendu, que dans la vie d'adolescent ou d'adulte, ce qui est le cas d'André et de Joseph, eh bien, on va continuer à bloquer et donc avoir beaucoup de peine à reconnaître simplement que l'on est en colère. Et comme on l'a déjà vu, reconnaître qu'on est en colère par rapport à des gens qui sont nos parents, que l'on doit aimer, que l'on est censé aimer, même si peut-être on n'a pas reçu tout l'amour, eh bien le mental va immédiatement bloquer en disant tu n'as pas le droit. Or, la colère est là, qu'on le veuille ou non, pour les raisons X, Y ou Z, qu'on n'a pas à juger ni à comprendre, il y a simplement le fait qu'on n'a pas reçu cet amour qu'on désirait, et du même coup, il y a cette grosse colère, énorme colère qui existe. Que faut-il en faire? Ben, on l'a vu, l'exprimer. À nouveau, on y va couche par couche de façon à revenir à l'essentiel, la première colère non vécue, qui est cette colère d'avoir été rejeté par nos parents. Et c'est là tout le paradoxe, qu'une personne qui a été rejetée peut créer le rejet. Et oui, ça fait partie de ce mécanisme qui peut paraître assez bizarre vu de l'extérieur par les personnes, mais qui est excessivement courant. Vu que de toute façon je vais être rejeté, soit je provoque le rejet comme ça va aller plus vite et je vais moins souffrir, ce qui est un leurre et une illusion totale de nouveau donnée par le mental parce que de toute façon il y a souffrance. Donc souvenons-nous que si on se sent souvent rejeté par les autres, eh bien ce n'est pas forcément la responsabilité des autres, c'est souvent quelque chose que l'on a programmé en soi de par le fait que souffrant d'une blessure d'abandon, on ne se donne pas le droit d'être aimé par les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce que pour accepter d'être aimé par les autres, bien, il faut accepter de s'aimer. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer? En pratiquant la méthode Age, comme on vient de le voir. Parce que c'est une façon de s'apporter de l'intérêt, du respect, et osons le mot, un peu d'amour, et même beaucoup d'amour. Et une fois qu'on va être capable de s'aimer, bien entendu que les relations avec les autres vont se faire avec aisance et non pas dans le but de prévenir un abandon, y compris par le fait de se faire rejeter.